Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Coup de tête, l'émission qui analyse et qui décortique l'actualité des Verts. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on est en effectif réduit puisque Olivier, votre serviteur, est au micro et c'est Eric qui m'accompagne. Salut Eric. Salut Olivier. Alors aujourd'hui, on revient sur la dernière journée de championnat qui a vu les Verts être défaits sur leur pelouse par l'OGC Nice. Donc il y a plein de choses à dire et des motifs d'inquiétude. On reviendra ensuite sur le jeu et les joueurs. Il y aura également une petite page Haute-Loire, un agenda et puis évidemment on terminera par les coups de cœur et les coups de tête. Mais on commence ensemble par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Pour la réception de l'OGC Nice, Eric Corneland a aligné la composition suivante. Devant l'Arseneur, la même défense que face au SCO d'Angers, à savoir de gauche à droite, Petro, Nadé, Batoubinsika et Masson. Au milieu, Tardieu, Bouchouari et Mouefek, qui a profité de la blessure d'Ekwa pour faire son retour dans le 11. Et devant, Stassin, avec de part et d'autre Davitashvili et Cardona. La rencontre démarre tambour battant avec une triple parade de l'Arseneur sur une tête de Santa Maria consécutive à un coup franc de Klos, puis une reprise de Rosario et Laborde. 3 minutes plus tard, le capitaine des Verts repousse un missile de Klos sur Rosario qui, de la tête et avec l'aide de la barre, propulse le ballon dans les filets. 1-0 pour le gym qui se procure par l'intermédiaire de Klos une nouvelle occasion, mais la volée de l'international dans tous les bons coups manque de puissance. L'ASS réagit, prend le contrôle de la balle et parvient à égaliser au terme d'un joli mouvement collectif. Bouchouari lance à la limite du hors-jeu Stassin qui combine avec Mouefek, lequel le décale intelligemment, ce qui permet aux Belges d'inscrire son 5e but personnel. Dès le retour des vestiaires, il déclenche un nouveau tir, mais Boulka se couche rapidement et capte le ballon. Les visiteurs font remonter le bloc et exercent un pressing qui gêne leur adversaire, à tel point que sur un centre de Klos, Nadé au duel avec Guessant trompe son propre gardien. Beaucoup plus tranchant, les Aiglons prennent possession des couloirs et Chaud intenable croise à 2 reprises légèrement trop sa frappe. Santa Maria manque à son tour le cadre, comme Davitashvili de la tête, mais ce n'est que partie remise puisque Chaud trouve dans la surface Guessant qui conclut en première intention. Les Aiglons s'envolent et sont proches d'aggraver le score par Barre qui frappe sur la barre, Barbare. Puis Guessant, dont le tir échoue dans le petit filet. Entré en jeu à la place de Cardona, Boaquier manque l'occasion de réduire l'écart en se montrant trop imprécis, si bien que le tableau d'affichage n'évolue plus. Pour la 3e fois de rang, Nice l'emporte à Geoffroy Guichard avec 3 buts marqués. En mode porte ouverte, l'ASS reste quant à elle sur une série de 8 matchs sans succès et est devenue relégable depuis la victoire surprenante du Havre, son prochain adversaire dans un match crucial. Retrouver les Verts dans la charrette, était-ce pour toi, Olivier, inéluctable ? Alors oui, c'est toi qui... on n'est que 2, alors on va poser mutuellement des questions. À 3, c'est vrai que c'est plus sympa parce que on peut intervenir les uns après les autres et parfois on n'est pas d'accord. Le fait d'être dans la charrette, comme tu le dis, ça fait pas plaisir, hein, c'est sûr. En même temps... cette équipe de Nice, faut se rappeler du match aller déjà, et puis il faut aussi dire que quand elle a voulu accélérer et jouer en deuxième mi-temps, elle est d'un autre niveau que celui de l'AS Saint-Etienne. Ça, je pense que tout le monde le savait et que même un match nul aurait été une très belle performance pour les Verts. Donc sur ce match-là, le classement à la suite de cette journée, il est cata, bien sûr, mais la rencontre en elle-même, j'allais dire que c'est pas surprenant de voir Nice dominer, le Nice de cette année, hein, dominer l'AS Saint-Etienne. Donc moi, j'étais pas surpris par le résultat. J'aurais préféré, bien sûr, que... Pour tout te dire, j'avais pronostiqué le match nul. Hein. On a une ligue sur mon petit prono c'est gratuit. Hein. C'est pas du tout des paris payants, mais donc j'avais pronostiqué un match nul. Et à la fin de la première mi-temps, on y reviendra. Ça m'avait donné raison, mais c'est vrai que dès que les Niçois ont accéléré, on a senti qu'il y avait, je dirais pas du talent, mais je dirais à l'image de cet entraîneur Franck Hez, ce qu'il avait impulsé à Nice, une puissance qui se dégage de cette équipe avec des joueurs eux aussi puissants. Je pense à Guessant par exemple,
qui l'aborde en finisseur, mais Guessant, c'est vrai que pour faire exploser les défenses, il y a aussi Mohamed Ali Chaud, des joueurs qui font bien exploser les défenses. Et puis la nôtre, elle est friable. Donc évidemment, non, je suis pas content du classement qui à la fin de cette journée. Et toi, est-ce que c'était inéluctable pour toi? Pour moi, oui. Malheureusement, je te rejoins. Moi aussi, j'aurais signé pour un match nul avant cette partie. C'est un adversaire qui faisait très peur. Alors, j'ai trouvé qu'il y a eu quand même quelques faiblesses techniques au sein de l'effectif du gym. Ça m'a assez surpris en première période. J'ai trouvé qu'on avait bien joué pendant 1 heure. Donc, à partir du moment où on égalise jusqu'à la mi-temps, c'est une belle période stéphanoise. Mais puis après, comme tu l'as dit, quand il y a eu des réajustements techniques à la mi-temps effectués par Franck Hez, on a vu une toute autre équipe niçoise jouer beaucoup plus haut et puis mettre en difficulté les Verts. Le score est de 3-1, ça aurait pu faire 4-1 sur la fin. Mais bon, ça reflète quand même la différence de niveau entre l'ASS et l'OGC Nice. Alors, on va revenir sur la différence de niveau entre la première et la deuxième mi-temps. Est-ce que cette première mi-temps, qui est finalement plutôt à l'avantage des Verts, dans la possession, mais aussi dans les occasions, il y a eu pas mal d'occasions pour les Stéphanois. Après ce premier but qu'on prend toujours, j'ai l'impression que ça, s'il y a un truc inéluctable, c'est de prendre un but dans les premières minutes. On est toujours en train de courir après le score. Mais à part ça, la première mi-temps a été bonne. Est-ce que c'est plutôt à mettre à l'actif des Stéphanois ou est-ce que c'est plutôt un manque côté niçois? Est-ce que c'est plutôt les Niçois qui n'étaient pas à leur niveau, à ton avis? Oui, ils sont peut-être un petit peu endormis après le but qu'ils ont marqué rapidement. Donc, comme tu l'as dit, souvent on concède l'ouverture du score dans les premières minutes. Ça a encore été le cas au bout de 10 minutes. Donc, on prend ce but, sachant que l'Arsenal, comme j'ai dit tout à l'heure dans le résumé, a fait une triple parade juste auparavant. Donc, comme face au SCO, on a réussi à recoller au score. Et puis là, on a eu un vrai temps fort. Donc là, je pense que le gym n'était pas à son niveau. Et justement, donc, à la pause, Francaise a rééquilibré les choses. Il a fait monter le bloc, il a fait monter en particulier les pistons. On a beaucoup vu Klos et Barr, donc ils ont joué beaucoup plus haut. Et puis il a demandé à ses joueurs de presser beaucoup plus. Eric Corneland, je trouve, n'a pas su répondre tactiquement à Franck Hez. Et puis il s'entête avec un 4-3-3 qui ne fonctionne pas, qui laisse beaucoup trop d'espace entre les lignes. Bon, sa stratégie ne semble pas pour moi en adéquation avec le niveau de ses joueurs. Alors c'est là où peut-être qu'il y a des choses intéressantes, même pour les auditeurs, c'est de dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur ça. C'est-à-dire que de mon côté, je pense que critiquer la stratégie de Horneland, c'est un petit peu finalement donner des coups d'épée dans l'eau parce que il a été sélectionné, cet entraîneur, pour amener une identité de jeu. Et une seule identité de jeu, pas 50. Une identité de jeu moderne, celle qu'on voit dans les équipes, qu'on va voir ce soir en Champions League, avec ce contre-pressing. Par exemple, Liverpool et PSG, toute proportion gardée, bien sûr, sont des équipes qui pratiquent ce contre-pressing et cette possession. J'ai bien dit toute proportion gardée, bien sûr, mais je pense qu'on est un peu dans le faux en critiquant la stratégie d'Orneland, parce que justement, il a été recruté pour cela et pour développer, je le répète, une identité de jeu, et que quand on regarde cette équipe stéphanoise, eh bien, on sache qu'on regarde Saint-Étienne, qu'il y ait une marque de fabrique made in Saint-Étienne. Alors, ça se fait pas d'un coup. Il faut pas oublier qu'il est là depuis 6-7 matchs, et que les propriétaires, eux, sont là depuis 6 mois. Alors, je veux pas me faire l'avocat du diable, parce que évidemment que je préférerais qu'on soit dans un autre classement, mais parfois je trouve qu'on est sévère, parce que justement, si on écoute bien ce qui nous a été dit depuis le début, en fait, ce serait dommage de faire la girouette. Tu vois, de partir dans un sens, puis de partir dans l'autre, ce que font parfois certains clubs, certaines équipes. Souvent, c'est voué à l'échec. Là, au moins, on peut pas lui enlever le mérite d'être audacieux, d'être courageux, parce que faut être courageux d'essayer d'avoir la possession face à des grosses cylindrées qui ont des gros budgets depuis très longtemps.
Donc voilà, est-ce que tu l'entends cet argument de dire finalement on a voulu on veut du changement à moyen long terme, mais on laisse pas le temps à Orneland de développer sa façon de jouer, cette identité de jeu pour lequel il a été recruté. Moi, j'espère qu'il a bien compris que c'était une identité de jeu pour la Ligue 1. Parce que là, c'est vers la Ligue 2 qu'on se dirige. Donc, il a dirigé l'équipe à 9 reprises. Je rappelle qu'il y a 1 victoire et 2 matchs nuls. Donc, le bilan est catastrophique. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis très sceptique, contrairement à toi qui crois en ce projet. Alors, même si, comme on l'a dit précédemment, peut-être que les actionnaires, ça ne dérange pas qu'on descende. Mais en tout cas, nous, les supporters, ça nous dérange beaucoup. Et là, on va droit dans le mur, pour moi, si on ne change pas les choses. On prend plus de 3 buts par match. Enfin, là, sur les 3 derniers matchs, on a pris 5 buts à Marseille et puis 3 contre Angers, qui est un adversaire direct, on va dire, pour le maintien. Et puis 3 également contre l'OGC Nice. Donc, s'il faut marquer 4 buts pour remporter un match, on n'y arrivera pas, puisque ça n'est jamais arrivé. On a marqué 3 fois 3 buts depuis le début de la saison contre Auxerre, Reims et puis Angers. Donc je vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Pour moi, c'est mission impossible s'il ne change pas son système, s'il ne densifie pas le milieu de terrain, si on joue pas en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, je sais pas, mais en tout cas le système là qui préconise ne fonctionne pas. Alors, c'est vrai qu'il y a les adversaires aussi, hein, on a rencontré par exemple, contre Nice. Non, mais je veux dire, puisqu'on parle de Nice, tu auras beau jouer comme tu veux, tu vas finalement perdre. On s'est fait accrocher à domicile par Nantes et Angers. Oui. Non, mais attention, je dis pas qu'il n'y a pas des choses, des erreurs. Par exemple, sur le recrutement, on peut parler du recrutement, on peut parler de l'amélioration de l'équipe, puisqu'on avait un petit peu plus de budget. Hein. Même s'il ne faut pas oublier qu'en l'absence de ces nouveaux propriétaires, on n'aurait pas pu recruter, voire même on aurait dû vendre des joueurs, puisque le modèle économique de Saint-Étienne, jusqu'à présent, c'était de vendre son meilleur joueur chaque année. Il fallait donc on a une perte annuelle de 15-20 millions. Donc je pense qu'on aurait non seulement on avait vendu à Mougou, mais on aurait peut-être dû vendre d'autres. On n'aurait pas pu recruter. On aurait vendu à Mougou et on n'aurait pas eu de recrues. On n'aurait pas eu par exemple ni Cardona, ni Davitashvili, ni personne. Sûrement. Donc c'est compliqué avec en plus les difficultés financières des clubs à l'heure actuelle, hein, c'est peut-être ça qui va nous sauver d'ailleurs, hein, quand on voit Montpellier par exemple, on voit aussi Angers peut-être qui a du mal à payer ses joueurs. Bon, ça c'est un autre problème. Bon voilà, vous avez compris que voilà c'est compliqué d'avoir une vision, c'est intéressant d'avoir plusieurs visions quand même. On n'en a pas qu'une seule dans cette émission et je suis là j'espère être là pour défendre un petit peu pas ce projet, parce qu'il y aurait beaucoup de critiques à faire sur les propriétaires, sur le recrutement, mais qui n'en fait pas. En tout cas, sur le courage et l'audace de ce coach. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'ennuie pas quand on regarde l'AS Saint-Étienne. Ah, je vois des buts, c'est sûr. Que ce soit pour ou contre. Surtout contre. Et c'est ça. Alors, tu parlais tout à l'heure d'aller en Ligue 2. Là aussi, je voudrais dire que, pour ma part, j'ai aucune. Je fais pas partie de ceux qui disent qu'un petit tour en Ligue 2 serait bénéfique et puis pour repartir à zéro. Ça serait quelque chose de très négatif pour le projet. Donc il reste 10 matchs, il va falloir batailler. Mais bon, voilà, j'essaye de donner un optimisme. Mais il faut souligner aussi que ça arrive et qu'il vaut mieux descendre avec ce propriétaire-là plutôt que de descendre sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce club. Je vais prendre l'exemple de Sassuolo en Italie. Hein. Ils sont descendus. Ils ont une politique d'avoir des jeunes joueurs et de malheureusement parfois les revendre. Mais ils sont premiers en deuxième division italienne avec 10 points d'avance. Et tu vois, l'année prochaine, ils vont remonter en Serie A et peut-être que le public et les supporters vont à nouveau pouvoir vraiment se régaler. Voilà, c'est un exemple, mais personnellement, je pense que ce serait catastrophique pour Saint-Étienne parce que contrairement à Sassuolo, on est une équipe qui a brillé par le passé et c'est très difficile dans notre
cerveau reptilien, peut-être, d'accepter de voir cette équipe 17e de Ligue 1 et dans le pire des cas, en Ligue 2. Si on en arrive à comparer Saint-Etienne à Sassuolo, bien sûr, on est mal quand même. Il y a la couleur qui a un point commun. Non, mais ce que je veux dire, c'est Sassuolo, tu vois, ils ont. Je pense pas que ce soit un club légendaire du championnat italien. Non, c'est en ça qu'il y a une grosse différence. Mais par contre, il y a des très bons joueurs. De Zerbi, l'entraîneur marseillais a été. C'est là-bas qu'il a commencé à faire parler de lui. Ils ont fait aussi des belles choses, même en Europe. Ils sont réussi à accrocher l'Europe parfois. On va revenir sur le jeu et les joueurs. Alors la deuxième période, est-ce que vraiment, toi aussi, tu fais partie de ceux sur ce match? Pour moi, c'est criant que le point faible de cette équipe, même si on sait que tout le monde attaque, tout le monde défend dans le football moderne, mais quand on voit le deuxième but qu'on prend, est-ce que tu es d'accord pour dire que là où le bas blesse à l'heure actuelle, c'est vraiment la défense? Bien sûr. On le dit émission après émission. Les 4 joueurs défensifs, je trouvais très mauvais. Que ce soit les latéraux, donc Masson qui a beaucoup de mal physiquement, Petro on l'a vu en difficulté, et puis l'axe central, Batubinsika, et puis Nadé également qui marque contre son camp et qui a failli en marquer un deuxième derrière. Donc là, ouais, franchement, que dire sur cette défense? Batubinsika sera suspendu prochain match du Havre, donc on a vu Bernouer en fin de partie, mais voilà, on encaisse comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup trop de buts à chaque rencontre. On peut pas espérer s'en sortir avec une défense pareille, sauf qu'on n'a pas d'autres joueurs à aligner, donc on va devoir aller jusqu'au bout avec cette équipe-là qui était la défense de Ligue 2. Ouais. Donc on joue à l'étage au-dessus avec ces joueurs-là, donc faut pas s'étonner non plus. Mais ouais, si on prend le but, puisque c'est lui qui fait basculer la rencontre à l'avantage des Niçois, comment est-ce qu'on peut mieux faire que cela de la part de Nadé, qui était, je le rappelle, la pièce maîtresse de la défense, en tout cas celle qui donnait le plus de garanties depuis le début de la saison. Ouais, lui aussi a failli sur cette partie, je sais pas, il manque d'attention. On peut pas leur reprocher grand-chose aux joueurs. Ils font le maxi. Je suis convaincu de ça. Mais après, c'est trop limité pour jouer à l'étage du dessus. Et puis derrière, ça pardonne pas. Face à des attaquants mobiles, on est très en difficulté. Tu as parlé de la puissance de Guessant. Alors, eux, ils ont Guessant. Nous, on a un Guessant qui est resté sur le banc puisque le coach avait choisi de ne pas prendre dans le groupe Sissoko. On parlera de ses choix tout à l'heure. Mais voilà, quels que soient les adversaires, on est très en difficulté. Donc là, il y a 2 matchs importantissimes qui se profilent. On en parlera tout à l'heure également contre le Havre et Montpellier. Il va pas falloir se louper. Alors, puisqu'on parle de Nadé, moi, j'ai l'impression que les jambes de ces défenseurs tremblent un peu parce que il a la plus mauvaise position pour défendre. Je sais pas, on m'a toujours appris, quand tu défends sur un coup de pied arrêté, mais même quand tu défends, t'es entre ton but et l'attaquant. T'es pas derrière lui ou sur le côté. S'il avait été derrière lui, il prend pas ce but-là. Donc je dis pas que Nadé est un mauvais défenseur, parce que c'est notre meilleur défenseur, on l'a souvent dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a une perte de confiance en eux et ils font des choses qu'ils ne font pas d'habitude, comme si les jambes tremblaient et on l'a vu sur ce but. Et puis après, une fois que les Niçois avaient pris l'avantage, ça a été encore, bien sûr que c'est 10 fois plus compliqué. On a vu cette équipe plonger un petit peu, alors qu'en première mi-temps, ils avaient réussi. Alors Horneland dit on s'est mis à faire des passes à l'Arseneur et c'est là qu'on a arrêté de jouer la possession. On a mis l'Arseneur en difficulté. L'Arseneur a été obligé de jouer long et les Niçois. Mais est-ce que c'est autre chose qu'il n'y a pas un petit peu notre problème là? Non, mais c'est sûr. Et puis après, tu as parlé du deuxième but, mais le troisième aussi, ça vient d'une faute de marquage. Le marquage doit être beaucoup plus serré. Oui, c'est ce qu'a expliqué le coach. Donc, plutôt de jouer court, on a joué en retrait, puis l'Arseneur balançait des longs ballons devant, quand on rendait le ballon à l'adversaire, et puis après, les lignes étaient distendues. Donc, c'est sûr, mais comment résoudre ce problème-là, match après match? Moi, j'ai pas la solution. J'ai l'impression que quand ils reçoivent. À 1-1, ils étaient encore dans le match, et puis 2-1, c'est un petit peu le coup de grâce qui a fait que au niveau des têtes, on s'est dit déjà, c'est pas facile contre une équipe comme ça. Si maintenant il faut revenir à nouveau au score, ça va être compliqué. Bon, on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. On a parlé de la stratégie, donc ce 4-3-3. Donc on a dit que moi je pense qu'il faut persévérer et que ça va finir par payer. J'espère le moins tard possible.
Et j'espère que ce sera pas trop tard. Quand ça va commencer à payer. Mais toi, tu dis qu'il faut jouer autrement, mais intéressons-nous aux joueurs. Est-ce que par contre on peut faire différemment au niveau des joueurs? Est-ce qu'on aurait pu titulariser d'autres joueurs que ceux qui étaient sur le rectangle vert? Le problème, c'est qu'à chaque match, on découvre un blessé nouveau, de dernière minute à chaque fois. Donc là, c'était Ekwa. Donc on a assisté au retour surprise de Moefek dans le 11, on n'a pas vu depuis longtemps, et puis on a vu qu'il était court physiquement. Donc le coach, pareil, a expliqué qu'il a aligné Masson et Moefek en sachant qu'il finirait pas le match. Donc ça aussi, c'est problématique d'aligner des joueurs qui sont pas capables de faire 90 minutes. Donc après, concernant le choix du coach, franchement, Bernauer, on pouvait penser également qu'il allait être titularisé en défense centrale à la place de Batou Binsika qui était en difficulté. On l'a vu en fin de match, ça permet de préparer le déplacement au Havre puisqu'il jouera à ce poste-là aux côtés de Nadé. Et puis après, on pensait également revoir Mouton au milieu de terrain. C'était pas le cas puisqu'il a fait de bonnes rentrées plutôt les deux dernières rencontres. Et puis là, il a simplement remplacé Moefek au bout d'une heure de jeu. Voilà, puis c'était un petit peu les surprises en ce qui me concerne par rapport au 11 de départ, donc la titularisation de Moefek et puis Batou Binsika préféré, maintenu plutôt que de faire jouer Bernauer. Alors, ce qui est plutôt une bonne nouvelle de revoir Moefek, surtout à ce niveau-là, puisqu'il a quand même fait une bonne première mi-temps. Le but, pour moi, sa passe décisive, elle est magnifique. C'est peut-être le plus joli but de la saison au niveau de la construction, parce que justement, c'est du contre-pressing. C'est juste après avoir perdu la balle, ils se mettent à serrer les Niçois comme ça. Bon ballon de Bouchoirie. Et ils continuent les espaces sont ouverts, puisque dans cette phase-là où l'équipe adverse qui est en train de se projeter vers l'avant, elle est désorganisée. C'est tout le génie de cette façon de jouer. C'est-à-dire qu'on récupère la balle et c'est là où l'adversaire est le plus fragile. Et on a vu, en plus avec la vista de Stassin qui a des yeux dans son dos, puisque pour voir Moefek à cet endroit-là, c'est de la part de Moefek, c'est pas facile de voir Stassin à cet endroit-là. Donc pour moi, c'était un joli but. Espérons que du côté du Havre, on retrouve ces associations. Moi, j'ai bien aimé Moefek. Je pense qu'il sera de la partie et il peut faire une joli complément à Bouchoirie au milieu de terrain. Tu sortirais qui, Tardieu, si Ekwa est de retour? Oui, voilà. Oui, parce que Tardieu, autant j'avais trouvé qu'il avait été vraiment influent lors du dernier match, mais là, j'ai trouvé un petit peu, peut-être physiquement aussi, d'enchaîner comme ça, il n'a pas l'habitude. J'ai trouvé un peu moins en verve qu'au dernier match. Par contre, concernant Bernauer, je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas concernant le physique de ce joueur, puisque je l'ai vu jouer même à l'entraînement avec un strap. Enfin, j'ai l'impression que son genou est un peu fragile, mais en prévision du match contre Le Havre, justement, où Batou Binsika est suspendu, je l'aurais mis, j'aurais essayé, parce que quand il est rentré, on a vu que c'était pas du tout le même profil. On a vu qu'avec le ballon, il savait manier le ballon. Alors que nos deux défenseurs centraux s'en débarrassent le plus vite possible sans lever la tête finalement. Lui au moins, je trouve que dans la façon de porter la balle, il lève la tête, il regarde ce qui se passe. À un moment, il a fait une passe qui casse les lignes. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, donc... mais peut-être c'est encore une fois ce qu'on dit, c'est-à-dire que Orneland, il a l'assurance de travailler sur du moyen long terme et donc il veut pas griller ses cartouches de joueurs, il veut pas griller. Sauf que nous, on a un agenda qui est celui du maintien. Lui, il a un agenda de faire bien jouer son équipe, de pas les griller. Voilà, alors bien sûr, c'est le plus rapidement possible, lui aussi, mais avec sa stratégie. Un petit bémol concernant Bernauer, il a eu peu de temps de jeu, mais il a déjà pris 2 jaunes. Donc s'il en prend un troisième, il sera à son tour suspendu. Même si c'est pas toujours mérité. Ah oui, mais... Voilà, en tout cas, tu as raison, on risque de manquer de défenseurs et on risque de revoir... Batou Binsika. Alors moi je sais pas. Après, je rappelle qu'il y a Briançon sur le banc. Oui, c'est vrai. Mais il est parfois pas dans le groupe. Oui, comme Abdelhamid. Ouais. Alors moi, c'est peut-être un détail, mais j'ai appris que son surnom à Batou Binsika, c'était Battu. Alors, pour moi, ça veut tout dire, parce qu'un défenseur qui est battu, c'est déjà mauvais signe. Et son surnom, c'est Battu. Bon, c'est un diminutif.
Il s'appelle Mais c'est pas Batubinsika, bon. donc Mais c'est c'est battu. Bon. C'est pas bon signe. Bref, est-ce qu'on a fait le tour? On va peut-être parler des verres à moitié pleins et des verres à moitié vides. Moi, quand même, sur les entrants, moi, je trouvais quand même que, pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec le coach. Tous les entrants, tous les changements qui ont été effectués. Donc, entrée d'Apia et Mouton en lieu et place de Masson et Mouefek, qui étaient rincés physiquement. Boaquier pour Olivier Cardona, qui était pour une fois peu en vue. C'est aussi joué par rapport à la prestation de notre attaquant face au SCO. Et puis Bernauer, j'ai envie de le dire, en charnière centrale pour préparer le déplacement au Havre. Donc, je pense que c'était plutôt bien vu au niveau des changements. Ça n'a pas forcément apporté, mais bon, je pense que c'était assez logique qu'il ait fait entrer ces joueurs-là. Alors, ça serait ton verre à moitié vide, Non. Cardona? Non. Oui, il en fait Ouais. partie. La défense en entier. Comment ça se fait que Et Cardona. c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Peut-être tu as l'explication. C'est vrai que ce joueur, il est capable du meilleur comme du pire. C'est-à-dire que sur un ballon, il va rater un contrôle facile. Puis l'action d'après, il fait une action de classe internationale. Même face au SCO, il avait mal démarré. Je sais Ouais. pas si tu as remarqué. Oui, Les bien premiers sûr. ballons qu'il avait Ouais. négociés, c'était pas top. Et puis là, il a pareil. Sauf qu'il s'était ressaisi contre le Angers en inscrivant un doublé. Puis là, on l'a peu vu. Donc forcément, c'est une incidence. Alors que Stassin, lui, s'est battu. Il a marqué son 5e but. Mais oui, pour moi, la défense en entier. Et puis Cardona pour les verres à moitié vides. Ouais, de mon côté aussi. Bon, Cardona, je le mets un petit peu de côté parce il avait fort à faire. La défense niçoise, c'est pas facile avec des joueurs expérimentés. On a beau dire, mais que ce soit, il se trompe pas trop. Le joueur le Brésilien là, évidemment âgé de 38 ans, il est impressionnant. Mais même le reste de la défense est impressionnante. Donc il avait fort à faire. On va passer au verre à moitié plein. Cette fois-ci, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont qui étaient au niveau? Un particulier qui enchaîne des belles prestations, c'est Benjamin Bouchoiry, qui techniquement est au-dessus du lot, donc il imprime le rythme, c'est lui qui oriente le jeu, et puis c'est lui qui délivre qui est à l'origine du but stéphanois, inscrit par Stassin, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc un bon service, à la limite du hors-jeu, puisque à la télé, apparemment, ils sont pas enthousiasmés sur le but. Ils étaient persuadés, Christophe Josse et Daniel Bravo sur Bein, que le but allait être refusé pour hors-jeu. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le joueur qui sort du lot. Puis après, Stassin, il était récompensé de ses efforts par un nouveau but. Bon, on a la même vision, que ce soit au stade ou devant la télévision. C'est vrai que Stassin, j'ai trouvé vraiment à son avantage. C'est vrai qu'il a un profil assez séduisant, ce garçon. Plus je vois jouer, plus ça me plaît. Ouais. Donc je comprends pourquoi il a été recruté, mais... Ouais, non, mais c'est vrai. Alors, et puis les stats, pour le coup, les stats vont avec, que ce soit au niveau des passes D et puis au niveau des buts. Voilà, contrairement aux deux intermittents du spectacle qui l'accompagnent, que ce soit Davitashvili. On aurait pu rajouter dans les flops Davitashvili, qui met une tête au-dessus, qui était en bonne position, et puis un coup franc mal tiré, qui était bien placé. Ouais. Alors, je rebondis sur Bouchoiry. Comment t'expliques qu'au niveau des... Alors, pour un milieu de terrain, comment t'expliques qu'il n'ait aucune statistique, ce joueur, par contre? Alors, il influe, on voit qu'avec le ballon, il est très doué, mais pour l'instant, peu de passes décisives et peu de buts. Voilà, un but contre Montpellier. Après, il est assez loin du but. C'est un accélérateur de jeu, une touche technique au-dessus du lot. Donc, ouais, c'est vrai qu'après, il s'approche rarement de la surface. Il frappe de loin, des fois. Il frappe de loin, il a marqué comme ça en Ligue 2 un tir contré, mais ouais, les autres milieux de terrain c'est pareil, ils n'ont pas plus de stats. Ouais, j'espère Eko a marqué son premier but la semaine dernière, Mouefek a marqué également, mais bon, c'est plus rare, Tardieu est de retour dans le groupe, donc les milieux de terrain marquent peu. C'est ce qui va manquer peut-être, un milieu de terrain, avis aux recruteurs. Bon, écoute, si tu n'as rien à rajouter, on va passer un premier titre musical. Et puis on se retrouvera ensuite pour la page Haute-Loire. Chemins de gloire,
marcherons ensemble. Le point de la victoire, levé qui nous rassemble. Du fond de nos mémoires, une force nous pousse, comme un cri exutoire, envers et contre tous. 20 ans de purgatoire, qu'à nos pieds le sol tremble. On est de retour dans Coup de tête pour revenir sur cette rencontre de l'AS Saint-Etienne face à l'OGC Nice et cette défaite, Eric. Ouais. Tu voulais enchaîner ? Une dernière question, le résultat de la SS donc catastrophique, mais à chaque fois on était soulagé de voir que deux autres équipes faisaient pire. Et là, la donne a changé samedi avec la 3e victoire à l'extérieur du Havre qui prend notre place de barragiste et nous fait redevenir relégable. Donc ce profil de match hyper important pour la survie du club en Ligue 1, donc de déplacement chez nos concurrents directs, le Havre puis Montpellier. Alors, est-ce que tu crois possible que les Verts s'imposent 2 fois à l'extérieur où ils n'ont pris que 2 points depuis le début de saison? Et de manière plus générale, est-ce que tu crois au maintien, sachant qu'on va recevoir derrière 4 clubs européens, le PSG, Brest, Lyon et Monaco, et que jamais un club totalisant 19 points au bout de 24 journées ne s'est maintenu? Non, c'est vrai que si on regarde le calendrier, que ce soit aller à l'extérieur, hein, ok, c'est des équipes mal classées comme nous, mais c'est surtout sur leur pelouse où on est rarement inspiré à l'extérieur. Puis après, si on regarde le reste du calendrier, c'est vrai qu'on a toutes les raisons de penser qu'on y va tout droit, quoi. Si on est cartésien, on y va tout droit. Heureusement, le football n'est pas une logique, une science exacte. Et on peut penser, il y a des raisons d'espérer quand même, hein. Lesquelles le Mouefek, par exemple, qui peut être un game changer. Tu mises sur Mouefek pour se maintenir en Ligue 1? Non, mais dans le jeu. Moi, je prierais Saint-Etienne, surtout. Saint-Etienne payé pour nous. Non, je pense que malheureusement, l'intervention divine ne va rien nous apporter. Mais ces 2 prochains matchs sont capitaux. Exactement. Mais on aura du mal à gagner 2 fois à l'extérieur. On n'a pas su le faire jusqu'à présent. Donc, à voir dans quel état est vraiment Montpellier. Gasset semble encore, l'entraîneur montpelliérain qu'on connaît bien, semble encore y croire. Mais à mon avis, on doit commencer déjà à cogiter quelque chose pour l'année prochaine. Et puis peut-être ça va les arranger parce qu'ils n'ont plus le budget pour rester en Ligue 1, les Montpelliérains. Donc, à voir dans quel état d'esprit les Montpelliérains seront. Pour le Havre, c'est vrai que voilà, le Havre, faut accrocher quelque chose. Rien que psychologiquement, faut pas qu'ils s'envolent. Il faut les battre pour repasser devant eux. Et il faudrait évidemment les battre. Mais j'ai du mal à croire à 2 victoires. Si c'est le cas, voilà, le déclic peut-être aura lieu avec un petit peu plus de confiance qu'on pourra emmagasiner tous ensemble. Déclic ou déclac. C'est ça. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors l'agenda, ce sera dimanche 17h15, un match peut-être le plus important de la saison jusqu'à présent, au stade Océane, puisque les Verts vont se déplacer du côté du Havre pour affronter une équipe qui était derrière eux mais qui vient de les doubler grâce à leur victoire à Lens. Alors cette équipe du Havre, il va falloir s'en méfier parce que elle est pleine de confiance. Gagner à Lens, ça fait longtemps que c'est pas arrivé à beaucoup d'équipes. Donc on rappelle, ils sont imposés sur un penalty à la dernière minute sur le score de 4-3. Donc pour la confiance, c'est vrai qu'il y a rien de mieux. Que dire de cette équipe? C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de mal et surtout à la maison parce que l'opposition, elle va être entre la pire équipe à la maison contre la pire équipe
à l'extérieur. Donc, ça fait un grand match. Voilà, c'est pas facile de faire de donner envie de cette rencontre. Peut-être les deux équipes vont perdre. Ça, on n'est pas à l'abri. Ils en sont capables. Non, je plaisante, mais cette équipe, elle est à géométrie variable, c'est-à-dire que autant elle peut jouer à 4 défenseurs qu'à 5 avec des pistons. Donc je pense qu'ils ont bien vu que les équipes qui gênaient les Stéphanois, c'était les équipes avec les pistons. Donc il y a fort à parier qu'ils vont mettre en place un système comme ça, mais parfois ils jouent à 4. À voir, peut-être qu'il y a quelque chose à regarder là-dessous. Donc de toute façon, côté Stéphanois, on bouge pas. Disons que cette équipe, elle n'est pas armée offensivement comme les grosses équipes qu'on a affrontées, et même Angers. C'est vrai qu'à part Ayou devant, ce sont des joueurs qui certes sont assez explosifs, vont très vite en transition, mais n'ont pas le statut qu'ont les attaquants qu'on a rencontrés récemment. Donc c'est une équipe de notre niveau, Eric. Ah bah oui, c'est sûr. Donc après, on va miser sur les statistiques catastrophiques du Havre à domicile. Tu l'as évoqué. 10 défaites donc à la maison, dont 7 d'affilée. Rends-toi compte, 7 d'affilée avec 18 buts encaissés. Ils ont gagné 2 fois seulement à domicile depuis le début du championnat contre le promu Auxerre et Montpellier. Mais par contre, 3 fois à l'extérieur, contrairement à nous. Donc ils ont gagné à Geoffroy Guichard, ils ont gagné à Lille, ils ont gagné à Lens. Nous, au contraire, on a gagné 5 matchs à domicile et 0 en déplacement. On est la pire équipe à l'extérieur avec 2 minuscules points pris depuis le début de saison. On n'a pas réalisé le moins de clean sheet depuis la prise de fonction d'Eric Horneland. Donc ça va être compliqué, mais là on n'a pas le choix. Donc le match est crucial. Effectivement, c'est un adversaire à notre portée, puisqu'ils viennent de nous dépasser au classement et ils ont pris notre place de barragiste. Donc là, il n'y a pas le choix. C'est absolument les 3 points. On n'a pas gagné jusqu'à présent. C'est pour samedi, impérativement, si on avait le malheur de perdre au stade Océane. Alors là, les dés seraient plus que Pipé. Il en serait jeté. C'est ça. Je vous propose de faire une deuxième pause musicale avant de retrouver les coups de cœur et les coups de tête. Dans le vestiaire avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer, tous encore nous chantons, on est les rois du ballon. Quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans leurs mains. Avec nous chantons, Saint-Étienne sera champion. Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment c'est les Verts. On joue au football et on n'a pas de frontières. Main dans la main, on va plus loin, plus loin. Allez, les Verts. Les supporters sont venus de loin. Ils sont fidèles, ils nous aiment bien. De retour dans votre émission Coup de tête avec Eric qui m'accompagne aujourd'hui. On revient donc sur cette rencontre, bien sûr, et on passe au coup de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Bien, ce sera vite fait en ce qui me concerne. Un seul coup de cœur, il est pour le public, magnifique, qui répond toujours présent. Encore 30 000 spectateurs samedi, donc qui joue à merveille son rôle de 12e homme et qui ne mérite pas de retourner en Ligue 2. De mon côté, on va partir du côté du soleil. On en a bien besoin aujourd'hui. C'est le club de Cesena. Alors Cesena, c'est un club de 2e division en Italie. Figure-toi que leur gardien, c'est le fils de Klinsmann. Jürgen Klinsmann, son fils, est gardien là-bas. Sur un penalty, donc sur un championnat. Sur un penalty, et c'est filmé par la télévision, il demande au ramasseur de balles de quel côté il faut que je plonge. Et le ramasseur de balles lui dit écoute, à droite, je pense. Et il plonge à droite et il arrête le penalty. Donc à la fin, il a été voir le ramasseur de balles et il lui a donné son maillot, etc. Et puis ça a fait toute une belle histoire à raconter dans les réseaux sociaux du club. Voilà, c'est une petite belle histoire dans le football et
et voilà, souvent, comment on dit, et là, souvent, pour montrer ce genre de belles histoires. C'est une idée donnée à l'Arseneur L'Arseneur, en tout cas, il pour pourrait. les pénaltys. Faut qu'il demande un passeur de balle. S'il est Cop Sud, il pourrait te demander à toi. Hein. Voilà, de quel côté plonger. Ouais. Allez, on passe au coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors, coup de tête pour cette énième contre-performance à domicile. 8e match d'affilée sans victoire avec encore une fois 3 buts encaissés. Coup de tête pour la place de relégable qu'on occupe à 10 journées de la fin. Suite à la victoire spectaculaire à l'extérieur du Havre, notre prochain adversaire, le Havre, qui a en plus gagné chez nous en féminine. C'est la débandade à tous les niveaux, mais il ne faut surtout rien dire, donc sinon ça déplaît. Et un coup de tête pour l'agression dont a été victime Dylan Batubinsika à sa sortie en voiture du stade Geoffroy-Guichard, et celle également d'un jeune homme violemment frappé par une douzaine d'individus devant une université de Lyon, simplement parce qu'il portait un pull aux couleurs de l'ASS. Donc 2 actes inqualifiables. Quelle tristesse de voir dans quel mode on vit. Voilà, et si on généralise un petit peu, faut dire que sur le rectangle vert, bon, on ne donne pas forcément le bon exemple, hein, quand on voit évidemment le président de Marseille. Alors moi je suis pas d'accord pour dire qu'il a raison, hein, de parler de corruption, et j'enchaîne avec l'entraîneur de Lyon, hein, mais là pour le coup c'est pas parce qu'il est entraîneur de Lyon, mais ce qu'il a fait, alors que c'est quelqu'un de plutôt intelligent, plutôt posé, venir faire un tête contre tête avec un arbitre. Franchement, alors c'est vrai que personne regarde trop la Ligue 1, hein, puisqu'elle est sur DAZN, etc. Mais enfin bon, l'image, elle a peut-être fait le tour des réseaux sociaux, et l'image donnée aux jeunes joueurs par un modèle comme ça, elle est cataclysmique. Hein. C'est-à-dire que si les entraîneurs se mettent en Ligue 1 à faire ça, bon. Ça a peut-être des raisons, on peut l'expliquer, mais ça donne une image catastrophique. On parlait de l'arbitre, on n'a pas dit l'arbitre du match du Havre sera Monsieur Turpin, qui avait arbitré les Verts en match d'ouverture à Monaco et qui avait refusé un but à Sissoko après consultation de la VAR. Et autre élément extérieur, on annonce une grosse présence des supporters stéphanois, une vague verte du côté du stade Océane. Tout à fait, sachant que le prochain déplacement, les supporters verts seront malheureusement interdits du côté de Montpellier. C'est bien triste. Bon. Alors, en espérant que la prochaine émission où Marco sera de retour parmi nous, eh bien, on puisse avoir un petit peu plus de choses positives à vous raconter. Merci pour votre attention. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à nous écouter sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify ou sur YouTube. Et évidemment, sur le site de la radio, vous avez également la partie podcast. Merci Eric de m'avoir accompagné aujourd'hui. On vous souhaite une bonne semaine et on dit évidemment, allez les Verts. Bonne semaine, allez les Verts.